Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler du plafond de verre. Le plafond de verre qui est un sujet considérable, qui met beaucoup de temps à voler en éclats. Il n'a pas encore volé en éclats, je ne sais pas quand ce sera le cas. Il commence peut-être un petit peu à s'effriter, mais enfin, il y a quand même encore une paroi bien épaisse. Alors, vous le savez, donc je me présente, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille sur ces sujets-là depuis plus de 25 ans. C'est important pour la suite des événements, vous allez le voir. Donc le plafond de verre, vous le savez sûrement, mais on va le rappeler peut-être pour ceux qui ont besoin de précision. C'est donc cette barrière qui empêche les femmes d'accéder au plus haut niveau dans les entreprises. Et cette barrière... on dit qu'elle est en verre, mais comme une vitre incassable, mais aussi en raison de la transparence du verre qui permet à toutes les femmes qui sont en dessous de ce plafond de voir ce qui se passe au sommet des entreprises, qui est encore beaucoup un monde fait par les hommes pour les hommes. Donc ce plafond de verre, il prend donc son temps à voler en éclats.
Et c'est en même temps un vrai paradoxe, puisque dans tout le monde occidental, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes, excepté quelques filières technologiques et scientifiques. En globalité, les femmes sont plus diplômées que les hommes, et pourtant, elles ne sont toujours pas au même niveau de responsabilité et de rémunération que les hommes. Alors, pourquoi ce plafond de verre demeure ? Comment le faire enfin voler en éclats? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants. Je vais vous les présenter, les inviter une à me rejoindre. Alors, elle est avocate, associée du cabinet Auguste et de Bouzy, spécialiste en droit du travail. Elle est également une femme de cœur, puisqu'elle est administratrice des associations Tout à l'école et Langage de femmes. Je vous remercie d'accueillir Marie-Hélène Bensadoun. C'est une artiste très engagée qui crée et joue des spectacles féministes tels que Contes à rebours, une réécriture antisexiste de contes célèbres. Son discours sur les féminicides lui a valu le prix Gisèle Halimi du concours d'éloquence de la Fondation des femmes en 2018. Venez nous rejoindre, Tifendé. Vous la connaissez forcément, tant son œuvre littéraire et cinématographique nous accompagne depuis longtemps maintenant. Elle est écrivaine, réalisatrice. Désormais, elle est installée à Los Angeles. Sa pièce de théâtre, Le vieux juif blonde, a été jouée dans le monde entier. Elle vient de publier un nouveau roman que je vous recommande vivement, Le Café suspendu aux éditions Grasset. Je suis très heureuse de recevoir Amanda Sters. Alors merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est clé pour la place des femmes dans la société, puisque à la base c'est la question du travail des femmes, de l'indépendance financière, de la place dans la vie économique et de la place dans la société en général. Je tiens à préciser que la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mayfair, aurait dû être avec nous. Elle est malade, elle a le Covid, la pauvre, donc elle a dû annuler. Je n'ai pas réussi à la remplacer dans les délais. Donc, je m'efforcerai, c'est un petit peu bancal et bizarre comme position pour moi, mais vous savez que les femmes savent faire deux choses à la fois, souvent. Je m'efforcerai de répondre aux questions qui lui étaient destinées, sachant que j'ai publié 3 livres sur l'égalité professionnelle, donc j'ai une petite connaissance de ce sujet. Et donc, je poserai aussi des questions et je répondrai à d'autres. Donc voilà, c'est un peu bancal, mais pardonnez-moi. C'était pour essayer de faire en sorte que ce débat ne soit pas, n'ait pas des manques qui étaient importants dans les questions. Alors, à votre avis, pourquoi le plafond de verre est-il si long à voler en éclats? Pour répondre à cette question, je voudrais vous parler de ce livre intitulé « Le temps des femmes ». Il a été écrit par Dominique Méda, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une professeure très connue, une philosophe. Elle est vraiment très très spécialisée dans la question du travail et du travail des femmes en particulier. Et ce livre, il a été publié il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc pour préparer notre débat, j'ai un petit peu relu et force est de constater qu'on a progressé, mais pas beaucoup quand même par rapport au constat qu'elle dressait. Alors je voudrais vous lire un petit extrait de la 4e de couverture pour bien vous poser le rapport entre notre sujet, le plafond de verre, et la question du temps, qui est le sujet général de la Cité de la Réussite cette année. Et donc, vous allez voir, il y a beaucoup de points de rencontre. Les femmes travaillent toujours davantage. Elles veulent obtenir l'égalité professionnelle, mais plus encore, du temps pour leur travail, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour elles. Face à cette révolution qui s'est faite sans crier gare, notre société ne s'est pas adaptée. Nos structures sociales et nos conceptions traditionnelles du partage des rôles sont restées les mêmes. Nos mentalités on peut évoluer. Nos institutions n'ont pas été réformées. Pour aider les femmes dans cette évolution essentielle, il aurait fallu déspécialiser les rôles, c'est-à-dire admettre que si les hommes et les femmes travaillent, alors les tâches parentales, les activités de soins et les tâches ménagères incombent également aux deux sexes, et reconstruire l'ensemble de nos institutions sociales. Nous ne l'avons pas fait. L'habit craque de partout. Il faut cesser de le rapiécer et passer à une autre étape. Voilà. Alors, vous voyez bien que, en fait, depuis toujours, le temps des femmes est perçu comme étant un temps accessible à tous, accessible
aux hommes, aux enfants, aux malades, aux personnes âgées. Et lorsque j'ai préparé ce débat avec Anne-Cécile Mayfair, qui quand même n'est pas là, mais qui est un peu là, j'espère, par la préparation que nous avons fait ensemble, elle m'a rappelé ce que disait Hannah Arendt. Pour penser, pour philosopher, il faut avoir du temps pour soi. Or, le temps des femmes est happé par tout ce que la société attend d'elles, ce qui nourrit une charge mentale et émotionnelle considérable. C'est la clé des inégalités professionnelles et du maintien du plafond de verre. Et voilà, mesdames, j'aimerais vous faire réagir à ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, qui veut réagir ? Moi, je peux peut-être donner quelques chiffres qui s'inscrivent complètement dans ce que vous venez de dire, Anne-Cécile. Des chiffres qui sont assez récents puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre de la pandémie et du premier confinement. Ce qui est intéressant, c'est que pendant le premier confinement, 21% des mères, ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants contre 12% des pères. Et dans le même temps, 70% des mères déclaraient superviser quotidiennement le travail scolaire de leur enfant contre 32% des hommes. Et je voudrais aussi juste, pour rejoindre exactement ce que vous disiez tout à l'heure, donner une petite touche d'ambiance. C'est que lorsqu'il s'est agi de parler du travail des femmes, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, les premières mesures qui ont été prises sont des mesures de protection des femmes, et plus exactement des mesures de protection en cas de grossesse. Et c'est pas neutre parce que cette idée montre bien que la loi véhicule l'image de femmes comme des êtres fragiles et potentiellement en situation de grossesse permanente. Il faut attendre en fait la Seconde Guerre mondiale, 1946, pour que la question de la protection des femmes ne soit plus le sujet, mais qu'on aborde réellement la question de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Donc de l'égalité juridique. Alors on va parler du décalage entre l'égalité juridique et l'égalité réelle. Amanda Sters, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que j'ai dit ou est-ce qu'on passe aux questions des étudiants ? C'est un peu particulier puisque je suis là comme artiste et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de plafond de verre puisqu'il n'y a pas de structure claire dans un rapport d'artiste qui n'est pas inclus dans une société, mais c'est totalement erroné. Il y a évidemment chez les artistes, je pense notamment à mon travail de réalisatrice, également des vraies barrières, des choses infranchissables. Et je vous conseille un documentaire qui s'appelle This Changes Everything, qui est sur Netflix, et qui donne des chiffres sur les femmes à Hollywood et sur ce que ça veut dire de vouloir réaliser quand on est une femme, des difficultés et de la représentation féminine au cinéma, dans les personnages aussi. Parce que si on est une héroïne, en général, c'est parce qu'on est dans une comédie romantique, rarement parce qu'on est une super-héroïne. Alors ça change très lentement. Mais du coup, quand on m'a fait part de l'envie de m'inviter à ce débat, ça m'a beaucoup intéressée, parce que je me suis dit que c'est vrai qu'on en parlait moins dans mon domaine professionnel. Et vous, Tiffaine, vous voulez réagir ? Oui, sur cette question, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit avant par mes co-intervenantes. Ce qui est aussi, je pense, importante, alors oui, je n'ai pas un accent du Sud étrange, je parle à la féminine universelle, mais vous allez voir, vous allez vous habituer. Ce qui est important pour moi quand on parle de la question du temps et de la question des femmes, c'est aussi la question d'avoir une perception du temps et donc de notre histoire et donc de notre matrimoine qui est morcelée. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire, par exemple, qu'en 1970, c'est l'année zéro de la féminisme. Or, évidemment que dès la première injustice, on a eu la première justicière féministe et que l'histoire des luttes des femmes, elle est aussi vieille que le patriarcat, c'est-à-dire elle est multimillénaire, elle est planétaire. Et souvent, non seulement on va nous faire croire que ça commence en 70, comme si on n'avait pas de passé, donc c'est quelque chose où on nous arrache le temps, on nous arrache la mémoire de nos aînés. Et puis en plus, on va nous morceler le peu de temps qu'on veut bien nous reconnaître, parce qu'on va nous faire croire qu'il y a des vagues qui seraient irréconciliables les unes avec les autres et tranchées avec des fractures très nettes les unes avec les autres. Moi, je réfute cette chose-là. Et si on peut parler de vagues juste pour identifier certains courants ou je ne sais quoi,
c'est important de voir qu'il y a une continuité immense et que l'histoire de la féminisme, le temps des femmes, en réalité, c'est pas des vagues, c'est un océan, c'est une océane, et ça a commencé depuis le début. Je trouve que c'est très poétique ce que vous dites, donc on va maintenant enchaîner peut-être sur... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, toutes les trois, ou est-ce qu'on passe aux étudiantes qui veulent poser question? On passe aux étudiantes? Ok. Alors, les étudiantes, je voudrais que vous vous présentiez. Alors, je voudrais voir Angélique Sartre. Qui est Angélique? Angélique, est-ce que vous pouvez vous lever et nous dire où vous êtes étudiante, etc. Voilà. Et voilà, la salle, puisque vous allez être modératrice un peu, enfin, vous allez poser question. Vous m'entendez là? Okay. Oui, très bien. Bon. Donc vous êtes, vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante en double master de lettres et philo, donc à Paris 1 et Paris 3. Et voilà. Et vous êtes intéressée par le plafond de verre? Oui, bah, puis je suis une femme, donc ça me... Donc je fais une petite remarque un peu piquante, mais vous n'avez pas essayé de convaincre un peu, là vous êtes 4 femmes, 4 filles, vous n'avez pas essayé de convaincre quelques garçons de vos promos à venir poser des questions avec vous, non? Non, je dis ça, moi, personnellement, c'était une initiative un petit peu individuelle de m'inscrire à la Cité de la Réussite, c'est-à-dire que je connais personne de base. Puis, c'est un peu particulier, la fac, quand on arrive en master, je n'ai pas énormément de connaissances de ma promo, et puis en lettres, il n'y a pas énormément de garçons. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Très bien. Alors maintenant, j'appelle Grace Coladia Kouadou. Grace, vous faites pareil, vous vous présentez? Alors, enchantée, moi c'est Grace Coladia Kouakou, étudiante à Montpellier Business School et je suis en master de marketing digital. À Montpellier, non? Oui, Montpellier Business School. D'accord. Il y a Lucie Bonin, maintenant. Absolument. Moi, je suis étudiante à Sciences Po en 2e année et puis je suis assez militante aussi. Et puis l'avantage de Sciences Po, c'est qu'on a pas mal de temps qui est valorisé pour les associations. Et j'ai fait... J'en ai passé beaucoup dans des associations, notamment queer et féministes. Et il reste Daliane Garcia. Bonjour à vous. Alors, je m'appelle Daliane Garcia et en septembre, j'entame ma 3e année en études de communication à l'ISCOM Paris. Très bien. Alors maintenant, je crois que vous avez des questions pour nos intervenantes. Qui pose la première question? C'est moi. Très bien. Étant donné que le thème général de la Cité de la Réussite cette année, c'est le temps, on a cherché à amorcer la discussion sur finalement ce rapport du temps à la lutte pour les égalités. Pardon. Donc je me demandais quel pouvoir peut revêtir le temps dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Alors Marie-Hélène Bensadoun, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, alors moi je suis la moins artiste des trois, je suis la juriste, mais pour autant je vais faire une petite référence à de la poésie. Quand on me pose cette question, il y a un petit refrain qui m'est venu en tête, c'est une chanson de Brassens qui commence comme ça: le temps ne fait rien à l'affaire. Il y a la suite, je ne sais pas si vous connaissez la suite de la chanson, mais en tous les cas, le temps ne fait rien à l'affaire, et c'est un petit peu ce qu'on peut se dire quand on regarde la chronologie, l'évolution de la législation en France. Alors, encore une fois, on est à la Sorbonne. Si on veut se donner une image, un petit vernis culturel, si je puis dire, eh bien, en matière d'égalité professionnelle, le temps revêt les vêtements de Sisyphe et l'égalité professionnelle, en fait, elle est condamnée à avancer sans jamais atteindre son but. Et si on veut faire œuvre de parité, on va citer Pénélope. Et Pénélope, eh bien, elle défait la nuit ce qu'elle a fait le jour. Et c'est une image qui est tout à fait, je dirais, le reflet. Elle donne vraiment une idée de ce qu'est la législation en la matière. Alors, si on s'en tient, comme je le disais, à la chronologie des faits, la Constitution de 1946 garantit en son préambule l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle rattrape le coup de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 1, qui nous dit que tout homme demeure libre et égaux. Ils avaient oublié les femmes, donc du coup, la Constitution de 1946 nous donne une petite précision. Donc, normalement, avec ce préambule de la Constitution c'est quand même le texte important à appliquer, on devrait se dire aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Les hommes et les femmes sont égaux. S'ils ont les mêmes compétences, s'ils ont fait les mêmes études, s'ils évoluent de la même façon dans l'entreprise, s'ils évoluent avec des compétences égales, ils devraient avoir le même type d'évolution, le même type de pouvoir, le même type de responsabilité et les mêmes rémunérations. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas.
Et c'est tellement pas le cas que le législateur va à plusieurs occasions se sentir obligé d'en remettre des couches et des couches, au point que parfois les intitulés des lois qu'il prend ressemblent à des slogans féministes. Vous allez voir ce qu'il en est. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, depuis 50 ans, on parle d'égalité de rémunération homme-femme. Depuis 50 ans, parce qu'en 1972, on a déjà une loi. Alors qu'on a déjà déclaré l'égalité des hommes et des femmes en 1946, en 1972, il faut répéter que les hommes et les femmes doivent gagner la même chose. Alors, je rappelle que 20% à peu près, 20% d'écart de revenus, enfin de salaire entre les hommes et les femmes, tout poste confondu, tout temps de travail confondu, c'est un peu moins à poste égal. Et je le dis ici parce qu'on est avec des étudiants qui font des études supérieures, mais on pourrait penser que les études supérieures, mais je ne voudrais pas vous déprimer, les filles, on pourrait penser que les études supérieures nous protègent et nous éloignent des inégalités de rémunération. Eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite en 2017 qui montre que pour les femmes diplômées à Bac plus 3, l'écart, il est à plus de 40% de revenus avec les hommes. Voilà, je dis ça. Alors, je continue dans mon voyage dans le temps, parce qu'il est assez intéressant, ce voyage dans le temps. En 1983, la loi Roudy, elle incite, quand même incroyable, hein. En 1946, on a une égalité, et en 1983, la loi Roudy incite les partenaires sociaux à négocier des plans d'égalité. Donc déjà, moi, j'interprète ça comme du rétropédalage. En 2001, la loi Guénisson, alors là, c'est encore pire, elle encourage à mettre en œuvre des mesures de rattrapage pour remédier aux inégalités. C'est important, hein, l'étude sémantique des textes. On est encore en train de rétropédaler. La loi, alors là, c'est la loi du 4 août 2014. Alors elle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un slogan féministe. Elle nous dit, son intitulé, c'est « La loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes ». Vous voyez à quel point il faut en rajouter une couche. Le législateur, il est de bonne foi, hein, il veut y aller. Mais en 2018, on s'aperçoit qu'on a une étude de la DARES qui pointe encore des écarts de rémunération totalement inexpliqués entre les hommes et les femmes de l'ordre de 10%. Il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire, exactement, à travail égal, on n'a pas salaire égal. Et ça, c'est important parce que c'est un principe jurisprudentiel. La Cour de cassation, en matière de discrimination, nous dit, en matière de discrimination entre hommes et femmes, notamment, ou de façon plus générale, elle nous dit, vous devez, à travail égal, salaire égal, c'est toujours pas le cas. Alors, dans l'intervalle, comme je le disais tout à l'heure, le législateur n'a absolument pas ménagé sa peine. En 2006, il en remet une couche. En 2007, il vote des lois sur l'égalité entre femmes et hommes. Et en 2001, il vote même une loi constitutionnelle pour rappeler que les femmes et les hommes ont les mêmes droits pour accéder aux mandats électoraux et aux responsabilités professionnelles au sein de l'entreprise. Donc vous vous rendez compte, on part de 1946 avec une grande déclaration de principe et en 2001, on continue à se sentir obligé de prendre des lois constitutionnelles. Alors pour ceux qui sont juristes ici, vous voyez le type de démarche, quoi. C'est important. Dans la Constitution normine. En 2015, on a la loi Rebsamen, qui en remet encore une couche, comme je le disais tout à l'heure. Et il va falloir attendre la loi de 2018, qui est la loi Avenir professionnel, pour reparler du sujet. Et là, il se passe un truc qui devrait normalement nous permettre d'avancer. Mais c'est malheureux d'en être là. C'est la carotte qui fait avancer l'âne, si je puis dire. On va mettre de la coercition dans la loi. C'est-à-dire qu'on va constater que les lois qui fonctionnent réellement sont des lois qui fixent des objectifs chiffrés et qui aussi imposent des sanctions. Alors, il y a plein de sanctions qui sont prévues par la loi, notamment en matière de discrimination, qui pourraient s'appliquer en matière de discrimination homme-femme, qui sont des sanctions pénales. Sauf que les sanctions pénales, ça parle à personne, si ce n'est le jour où vous vous retrouvez devant le juge, ou le chef d'entreprise se retrouve devant le juge, et là, je peux vous dire qu'il emmène pas large quand on lui demande sa rémunération, sa situation de famille. En général, ils sont toujours super mal à l'aise. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas concret. En réalité, ce qui est concret, c'est de s'attaquer au porte-monnaie. Ça peut paraître bizarre, mais à partir du moment où il y a des sanctions pécuniaires qui sont attachées à la méconnaissance de l'égalité, dans ces cas-là, on voit que les choses vont avancer. Alors, il y a deux lois sur lesquelles je voudrais dire deux mots, et après, j'arrête de faire mon cours de droit rapide. C'est très important. Il y a deux lois importantes qui sont la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011,
qui oblige les entreprises qui sont cotées ou qui disposent d'un effectif de plus de 500 salariés ou un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, de compter dans leur conseil d'administration au moins 40% de femmes. Vous noterez que 40%, enfin, c'est pour celles qui font des études de mathématiques, ce n'est pas vraiment la parité, mais en tous les cas, on communique sur la parité. Donc là, ça, c'est une loi qui a pas mal marché dans les grandes entreprises et on reviendra peut-être dessus. Et puis une loi qui était le cadeau de Noël de 2021, c'est la loi Rixain, parce qu'on a décidé que finalement, cette égalité de représentation, cette parité, elle ne peut pas se limiter à des instances qui existent, les instances de gouvernance, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance. Il faut l'étendre aux fonctions dans l'entreprise. Et la loi Rixain vient nous dire que 40% des femmes devront occuper des postes dans les COMEX ou des postes de responsabilité dans l'entreprise. Donc dans les comités exécutifs, dans les comités de direction. Alors, simplement... Non, mais je dis parce que vous savez, tout le monde n'est pas dans l'entreprise ici. Et COMEX, tout ça, voilà, tout le monde ne sait pas ce que c'est le COMEX, quoi. Enfin... 40% des femmes dans l'entreprise devront avoir qui occupent des postes de responsabilité, devront occuper des postes de responsabilité pour le faire plus simple. Je donne une petite précision. La loi date de 2021 et elle doit être, l'obligation est d'être effective en 2030. Donc le législateur a conscience du temps qu'il faut, et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de temps, pour que la loi puisse s'appliquer, et elle donne finalement 9 ans aux entreprises pour être d'équerre sur ces questions-là, avec à la clé des sanctions pécuniaires. Donc là, on peut essayer, on peut peut-être se dire que ça va marcher. Mais le point, c'est quand même la vigilance absolue, quoi, ne pas baisser les bras. Voilà. Alors, on va redonner la parole aux étudiantes pour poser leur prochaine question. On va vous poser une question assez essentielle au final, qui est celle de la définition, mais aussi de votre expérience. Qu'est-ce que c'est le plafond de verre pour vous ? Alors moi, je voudrais d'abord que Tiffaine D réponde, parce qu'en tant qu'artiste, parce qu'on a donné une définition en fait un peu académique au début, mais Tiffaine D, j'aimerais bien entendre votre vision du plafond de verre, n'est-ce pas, en tant qu'artiste? Alors c'est en tant qu'artiste et c'est en tant que militante féministe, puisque j'ai les deux casquettes et puis d'autres encore, formatrice notamment, mais moi, notamment dans mon travail d'artiste, je travaille sur la langue, voilà, vous l'aurez entendu, donc je travaille une langue exprès féminisée exactement, comme celle qu'on parle d'habitude et masculinisée, juste pour faire entendre, comme d'habitude, tout est masculinisé, et pour ouvrir des horizons de création, etc. Et donc les mots, c'est important pour moi, et la manière de s'en servir, c'est importante. Or, quand on dit plafond de verre, qu'est-ce qu'on voit ? Un plafond de verre qui nous empêche de devenir, j'en sais rien, PDGR, que sais-je. Eh bien, moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on n'a pas juste inventé des expressions alambiquées, des espèces de looping cognitif pour ne surtout pas nommer l'oppresseur ? C'est pas un plafond de verre, c'est un plafond d'hommes. Ce que vous pouvez imaginer du coup, c'est des hommes entrelacés les uns avec les autres. Vous pouvez les coller sur voilà, une plaque de verre, si vous voulez, au-dessus de vous, à poil, c'est encore plus dégueulasse. Mais pourquoi à poil ? Mais parce que c'est ça en fait. Voilà, faut qu'on voit la laideur. Bon. Et donc il faut imaginer, voilà, on est d'accord, on est plutôt sur du DSK, vous voyez. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est pas un plafond de verre, c'est un plafond d'hommes. C'est pas un plancher qui colle, c'est les mecs qui nous collent des boulets aux pieds. C'est pas, je sais pas, les femmes qui s'évaporent en sortant des grandes études, c'est les mecs qui les empêchent d'y accéder. Je veux dire, alors vous allez me dire, il y en a des biens. Ouais, mais not all men, c'est un peu la honte maintenant de dire ça, hein, pardon. Mais c'est pas la question. Moi, je vous parle d'un système. Et un système d'oppression, c'est créé par et pour les oppresseurs. C'est alimenté par et pour les oppresseurs et ils en tirent bénéfice, même quand ils font pas du zèle là-dedans. Donc c'est juste pour pouvoir dire, on a besoin, ce qui se combat bien s'énonce clairement. Et c'est pas le verre qui nous attaque là. Non, c'est un plafond d'hommes. Merci Tiffaine D pour cette réponse. Je crois qu'il y a une autre question pour Amanda. Amanda Sters. Vous vouliez une question ou vous voulez une réaction? Parce que je suis navrée, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais je trouve que c'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Je trouve que définir les hommes et les femmes et les stigmatiser, c'est aussi dangereux que
la chose pour laquelle on est là à se battre. Il y a des femmes qui ont du talent, des compétences, d'autres non, inversement. C'est très compliqué si on décide que c'est les hommes contre les femmes. Dans ma carrière, il y a souvent eu des hommes qui ont changé ma vie, qui m'ont vu, qui m'ont tendu la main, qui m'ont respectée. Je pense que d'élever les générations à venir dans une compréhension de l'égalité, dans une envie de respecter les femmes et changer peu à peu les mentalités dans ce qu'on écrit, dans la représentation, dans le symbolisme, c'est important. Je pense que nous-mêmes, nous sommes influencés par des schémas sociaux qu'on a entendus depuis longtemps. Quand on voit une jolie blonde arriver en mini-short, on pense tout de suite qu'elle est écervelée, même nous, parce qu'on nous a mis ça dans la tête depuis des années. Donc à nous en tant que société, de nous transformer. Mais penser qu'il faut mettre tous les hommes dans le même sac, que vous compariez quelqu'un qui a été accusé de viol avec les hommes en général, je trouve que c'est dangereux, c'est contre-productif et ça nous amène à quelque chose de... Merci Amanda pour cette remarque. Alors je crois qu'il y avait une autre question pour vous, Amanda, par rapport au sujet. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a une définition assez créative du plafond de verre et je pense que vous aussi avez votre définition du plafond de verre et on souhaiterait savoir comment on fait éclater concrètement ce plafond-là en fait et on souhaiterait que ça soit basé sur des exemples personnels. Voilà. Je n'ai pas les connaissances de Tiffaine et de Marie-Hélène sur ça au sens large. Mais vous avez votre expérience, Amanda. Je peux parler de mon expérience personnelle. On disait, et vous avez raison, au sens large, le temps ne change rien à l'affaire. En revanche, à titre personnel, je sais que moi, il y a des choses que j'ose dire aujourd'hui parce que j'ai une carrière derrière moi. Et on ne peut pas se plaindre de certaines choses quand on est au début, parce qu'au début, on nous dit ouais, c'est sûrement parce que tu n'es pas assez bonne, c'est parce que tu n'as pas le talent qu'il faut. Après 16 romans, 4 longs métrages, je ne sais pas combien de pièces de théâtre, etc., j'ai le droit de parler. Et c'est nécessaire de parler. Et de dire, c'est difficile pour moi. C'est difficile quand je rentre dans un bureau. C'est difficile par rapport à mes collègues masculins. On me demande toujours de justifier que je suis capable de faire les choses avant même que je puisse parler vraiment de mon projet. Et c'est systématique. Et j'ai fait assez de choses pour plus en être là, mais j'en suis encore là. Les montants qu'on lève quand on réalise un film pour une femme sont moindres. Tout est compliqué. Voilà, il y a quelque chose d'inscrit socialement qu'il faut changer. Et ce qu'on fait, et c'est pour ça que le temps peut changer les choses, c'est que quand on arrive à mes niveaux de pouvoir, quand j'engage une équipe de 400 personnes pour un film, et qu'il y a un homme et une femme, et qu'ils ont tous les deux les mêmes compétences, et ben je vais choisir une femme. Parce que pendant des années, on a choisi les hommes, parce qu'à nous de redistribuer, à nous de nous aider, de fabriquer nos chances ensemble. J'ai envie de vous relancer, de vous poser une question. Quel conseil vous donneriez là aux jeunes femmes qui nous écoutent pour justement... alors, elles ne sont pas encore au niveau de pouvoir choisir entre une femme et un homme en recrutant des équipes, mais voilà, elles vont commencer leur vie professionnelle. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Ça, vous pouvez le faire en fonction de votre expérience aussi personnelle. En fait, je pense que des carrières réussies, c'est prendre ce qui ne va pas, ce qui nous handicape et en faire une chance. Moi, ça m'a poussée vers l'excellence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais que c'était compliqué, j'ai dû travailler 2 fois plus qu'un homme parce que je faisais des choses où, en fait, on ne pouvait plus me dire non. Il n'y avait plus de raison de me dire non. Et évidemment, j'aurais préféré que les choses soient simples. Et en même temps, je me suis dit, je vais le faire à ma façon. D'avoir dû élever des enfants en même temps, ça m'a permis de voir le monde à travers leurs yeux. Ça m'a permis de parler, de m'adresser à d'autres gens. J'ai un lectorat très féminin qui se reconnaît dans ce que je raconte. Et donc, je me suis servi des difficultés, des douleurs pour réinventer, raconter les choses à ma façon. Et je pense que voilà, il faut transformer ça pour en faire une chose. Espérons que les générations à venir, ce soit différent. Mais
le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de ne pas accepter le non, d'être décidé, ferme, de continuer. Si on ne vous laisse pas entrer par la porte, vous passez par la fenêtre. Et si vous avez vraiment envie, ça va se passer. Ne tombez jamais non plus dans la paranoïa. Parfois, c'est pas parce qu'on est une femme, c'est parce que on fait pas bien, ou il faut travailler, donc il faut faire attention à ça. Il y a toujours le petit delta où il faut, comme un artiste, toujours se remettre en question. Et en même temps, je pense que c'est les peuples opprimés qui ont toujours fait les plus belles œuvres d'art, et en un sens, les femmes sont un peuple opprimé. Amanda, vous m'aviez dit, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous m'aviez dit, il faut aussi, enfin, on se rend compte quand on est plus avancé dans sa vie professionnelle qu'il y a des choses, c'est un peu l'inverse de ce que vous venez de dire, mais ça peut coexister avec ce que vous venez de dire. Vous m'avez dit, il faut pas que les femmes pensent que c'est de leur faute, en fait. Il y a aussi quand même des injustices objectives. Ouais. Et je vous parlais de ce documentaire This Changes Everything, et je voyais des femmes que j'admirais beaucoup, des réalisatrices qui disaient moi j'ai eu un Oscar et après il a fallu 7 ans pour que je monte un autre film quand mes collègues masculins on leur proposait de réaliser des films de super-héros, et en fait quand j'ai vu ce documentaire j'ai pleuré. Je me suis dit en fait c'est pas moi, c'est pas que moi. Donc je pense que le partage d'expérience c'est important, ce qu'on fait aujourd'hui, dire voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué, et c'est encore plus compliqué dans un monde où c'est immatériel, parce que c'est dur de dire ce qui est bon ou pas bon pour une œuvre d'art, c'est dur de se demander pourquoi on est sur une liste de prix ou pas, pourquoi il y a 95% d'hommes sur la liste de prix et que nous on veut même pas nous lire. Ça c'est compliqué parce que c'est plus difficile à matérialiser que dans une entreprise avec les salaires et des choses beaucoup plus concrètes. Voilà, donc il faut savoir que c'est... Ni parano, ni non plus naïve quand même. Oui, c'est ça. Il y a une réalité. Il y a quand même une réalité d'inégalité. C'est ce qu'on voit bien. Puis aussi une vraie solidarité, parce que les réseaux féminins qui se sont développés ces dernières années ont vraiment été le vecteur d'égalité. Il faut une vraie solidarité, hein. Mais parce que parfois il y a des petits couacs, mais en tous les cas, la solidarité et la vigilance. Et d'ailleurs, la solidarité, elle n'exclut pas nécessairement les hommes, hein. Voilà, je suis assez d'accord. On n'est pas dans un système binaire, mais être solidaire, ça peut aussi faire bouger les choses. Tiffaine, vous parlez de sororité. Vous pouvez m'en dire un mot en disant on arrivera à dépasser ce plafond de verre par la sororité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je pense que déjà c'est quand même importante parce que justement en termes de sororité, je pense que ça commence par ne pas caricaturer les personnes. Donc moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'une part c'était aussi parce que moi je suis humoriste, donc avec un truc pour vous marquer un petit peu. Et oui, c'est un plafond d'hommes. Rappelez-moi, il y a eu combien de présidentes de la République jusqu'à présent? Zéro. Zéro présidente de l'Assemblée nationale. Et au Sénat, présidente? Zéro. Voilà, donc non, il y a un truc. Je vous conseille de lire le livre de Lucille Pétavin, qui est une sociologue extraordinairement sérieuse et également historienne, et qui explique que plus de 90% des violences, quelles qu'elles soient sur la Terre, hein, sont commises par des hommes. Donc c'est pas les féministes qui inventent la binarité du monde, ce sont les hommes depuis longtemps, depuis des millénaires, qui dans un système d'oppression masculine, c'est ça qu'on appelle le patriarcat, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le patriarcat, ce système-là alimenté au bénéfice des hommes par et pour eux, qui fait qu'il y a de fait une différence dans la société. Si on ne voit pas qui bénéficie du truc, si on ne voit pas... Non, mais je comprends que c'est plus difficile à entendre et c'est plus compliqué aussi. Je comprends que ça ne fait pas plaisir. Notamment aux hommes, mais pas que. Alors, pardonnez-moi, je ne me permettrai jamais de vous caricaturer une personne. Si vous m'avez caricaturé, vous avez dit que j'avais comparé l'ensemble des hommes à DSK, alors que j'ai commencé par dire même ceux qui ne font pas de zèle, ils ont bénéficié. Ça n'est pas une question de volonté. Je pense que la caricature, c'était ce plafond de verre d'hommes nus. Et c'était ça, à mon sens. C'est pas un plafond de verre. On est d'accord que le verre n'est pas notre problème. Je suis d'accord avec vous sur le patriarcat. Je pense que le patriarcat, et c'est quelque chose qui est
inscrit dans la société et que même les femmes en sont victimes. C'est-à-dire ça fait des années qu'on a été élevés d'une certaine façon avec des codes et que à nous aussi de nous remettre en question, d'élever nos enfants différemment. Justement, oui, bien sûr, on va en parler de ça. Pour moi, c'est important de ne pas nier l'oppression et qui la commet. Je veux dire, aujourd'hui, on a Darmanin à l'intérieur. Tiffaine, vous parlez d'oppression, peut-être qu'on peut aussi parler de progression du sujet. Mais oui, mais pour pouvoir progresser, il faut bien voir qu'il y a le problème. Il y a un problème, ne vous inquiétez pas, on est toutes d'accord avec le fait qu'il y a un problème et on va essayer d'avancer pour voir quelles sont un peu les... Vous demandiez la sororité. Donc, la sororité, ça commence effectivement quand on n'est pas d'accord, comme ça peut être votre cas là, parce qu'on a absolument le droit d'arriver à respecter qu'on n'en est pas forcément toutes au même endroit sur tous les sujets, sur la question de la féminisme, qu'on a des choses à s'apprendre les unes et les autres. Et ça commence aussi justement quand on n'est pas d'accord, voire quand on ne s'apprécie absolument pas. Imaginons, vous avez une meuf, les copines, vous l'avez dans le pif, bon, voilà. C'est à ce moment-là qu'on met en place la sororité. Bon, c'est compliqué aussi, on peut en avoir besoin avec sa meilleure pote ou avec sa sœur, on est d'accord. Mais c'est au moment où on a des dissensions que là, on s'en souvient. On ne s'acharne jamais sur une femme, on ne ridiculise jamais une femme, on ne fait jamais, en fait, un truc de cancel sur les réseaux sociaux, etc. Et pour moi, la sororité, ça commence là. Je pense que ça aurait été vous manquer de respect de ne pas vous dire que j'étais pas d'accord avec vous parce que vous êtes une femme. Non, mais quand vous n'êtes pas d'accord, moi non plus, je suis pas d'accord avec vous. Mais en attendant, je vous ai pas caricaturé, je vous ai pas dit que vous étiez dangereuse. Je vous ai pas dit ça, j'ai dit ces idées-là peuvent être dangereuses en effet. Je pense non, mais quand on est féministe et qu'on aide les non, mais j'ai pas tellement envie. Vous voyez, on n'est pas dans un débat où on va s'engueuler. Je vous ai pas, c'était pas personnel. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. On est toutes d'accord. On est toutes d'accord sur le fait que... On a d'autres façons, chacune notre façon de l'exprimer. Il y a clairement des gens qui ont applaudi pour de mauvaises raisons. Je replaçais un peu les choses. C'est des façons différentes de le dire. Écoutez, Tiffaine, on respecte tout à fait votre position. Bah oui, les féministes, elles cassent l'ambiance. Vous savez pas ça? Non, pas forcément. Non, elle casse pas forcément l'ambiance, parce que d'abord, le féminisme est quand même très, très hétéroclite. Je propose qu'on applaudisse Tiffaine, comme ça on recommence à zéro. On va applaudir Tiffaine, comme ça on va arrêter. Voilà, ça c'est de la sororité. Vous pouvez applaudir aussi Amanda très forte. Et on va applaudir Marie-Hélène, allez. Mais la sororité, c'est aussi respecter que les autres pensent pas comme vous, quoi, voilà. Et être d'accord avec le fait que les autres pensent pas comme vous, sans forcément dévaloriser la pensée de l'autre qui ne pense pas comme vous. Alors maintenant, j'aimerais que vous reposiez vous avez d'autres questions, les étudiantes, là. Oui, c'est concernant le temps, Madame Bensadoun a pris le temps en fait de repartir sur les lois qui ont été établies pour essayer d'avoir une égalité hommes et femmes. Et est-ce que vous pensez que le temps est l'ami ou l'ennemi de la femme? Alors, j'ai un petit peu traité la question. Ouais, moi je vais le traiter peut-être autrement. C'est-à-dire que vous l'avez traité avec le droit, et moi je vais le traiter avec... Alors, je vous laisse répondre. Avec comme vous voulez. Peut-être que, voilà, je vous ai expliqué comment la loi a évolué. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, parce que là, ça fait complètement dissonant avec tout ce qu'on vient de vivre. Simplement, je veux juste vous signaler donc, la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est la loi qu'on appelle la loi avenir professionnel. Et cette loi, elle est importante parce qu'elle devrait déclencher des choses sur l'égalité professionnelle, sur, en tous les cas, l'égalité salariale, parce qu'elle impose finalement de régler au fil du temps tous les écarts qui peuvent exister dans les modes de rémunération entre femmes et hommes. Et si ce n'est pas fait, notamment à la fin de l'année, on est une année cruciale, alors, elle oblige en fait à communiquer des indices, d'accord ? Alors, elle ne sanctionnera pas le fait que ça existe, mais elle sanctionne le fait qu'on ne publie pas les indices. Donc, cette publication d'indices, elle va révéler les dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements devront être évidemment compensés. Donc là, moi, je fais du droit, je ne suis pas du tout dans des considérations. Donc, c'est un élément, c'est une loi qui va être importante. D'abord parce qu'elle va donner une forme de transparence sur les modes de rémunération, sur les niveaux de rémunération, sur les écarts de rémunération. Cette transparence, elle pourra être portée
aussi bien pour les grandes entreprises qui ne le respecteraient pas à travers dans la presse, par exemple. Et ça, je peux vous dire que les entreprises, elles sont très, très soucieuses de leur image, notamment aujourd'hui sur les questions d'égalité entre hommes et femmes. Mais elle va aussi être le moyen pour les organisations syndicales, pour les représentants du personnel, pour les salariés individuellement, de faire valoir leurs droits. Il existe, c'est un peu de technique, mais je serai incomplète en vous le disant, il existe un document qui s'appelle la BDES, qui existe et que les entreprises doivent tenir à jour pour permettre justement, qui est un outil qui contient des indicateurs et qui permet justement de voir là où il y a des dysfonctionnements. Donc avec tous ces systèmes que la loi prévoit, plus les sanctions attachées au fait de ne pas respecter un certain nombre de dispositions légales, on devrait arriver à terme, mais encore une fois, ce n'est pas demain, hein, il faut du temps, à ce que la question, je parle de l'égalité salariale, soit réglée. On peut l'espérer. Alors, je vais essayer de répondre de mon côté sur la question de le temps est-il l'ami ou l'ennemi de la femme ? Alors, le plafond de verre, c'est une histoire de temps. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Tout au long de leur vie professionnelle, les femmes sont rattrapées par leur temps personnel, en fait, qui n'est pas du tout le même que celui des hommes. On va dire que jusqu'au premier enfant, ça ne se voit pas trop. Mais au premier enfant, il y a un vrai point de bascule qui se traduit par des statistiques que je vais vous donner. Les chiffres sont vraiment très clairs, hein. Après l'arrivée d'un enfant, 69% des mères ont modifié leur organisation de travail contre 29% des pères. Au sein du couple, 55% des mères disent prendre majoritairement en charge les responsabilités parentales contre 8% des pères. Ce sont des chiffres du Conseil supérieur de l'égalité d'il y a peut-être 2 ans maximum, donc ça n'a pas tellement bougé. Et donc ces inégalités dans le rapport au temps, elles entraînent des inégalités dans la façon de progresser professionnellement, puisque les hommes ont plus de temps pour... en fait, tout le temps en dehors de la maison, ils le consacrent à faire leur carrière, en fait. Donc, on sait bien que, par exemple, ils font leur réseau, donc ils vont parler aux bonnes personnes après 18 heures, c'est-à-dire, en gros, au chef, au patron, tout ça. Ils apprennent... Enfin, je veux dire, tout ce temps que nous, on n'a pas, parce qu'on rentre très, très vite pour retrouver nos enfants, libérer éventuellement une babysitter ou aller les rechercher à la crèche ou je ne sais quoi, tout ce temps-là, on ne l'utilise pas pour tout le côté, on va dire, un peu informel de la carrière au féminin, enfin de la carrière en général, pardon, et que les hommes maîtrisent très très bien. Et pour corser le tout dans les entreprises, la façon la culture d'entreprise, même si les choses bougent, elle est vraiment organisée pour les hommes, enfin par les hommes pour les hommes. Et par exemple, une règle toute simple, mais vraiment très très pénalisante pour les femmes, c'est pas une loi, hein, c'est juste une pratique, une culture d'entreprise. En fait, les entreprises repèrent ce qu'on appelle les hauts potentiels, donc les personnes qui vont accéder à des postes à responsabilité et qui vont peut-être être les futurs dirigeants de demain, ils les repèrent entre l'âge de 30 et 40 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes entre 30 et 40 ans ? Elles sont enceintes, elles accouchent, elles ont des congés de maternité, et ensuite, on sait bien que les chiffres du partage des tâches ne progressent pas beaucoup et que donc après, elles ont la responsabilité principale des enfants. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas au top du top parce qu'elles se réveillent la nuit, elles ont des enfants malades. Enfin bon, bref, tout ça fait que elles ne sont pas à égalité de chance pour faire leur carrière par rapport aux hommes. Et c'est ça qui explique qu'elles sont meilleures dans leurs études, en tout cas dans les écoles de commerce. Voilà. Elles rentrent dans l'entreprise, elles sont à peu près au même niveau, même si, on le verra, il y a déjà une petite discrimination qui se fait souvent à l'embauche, notamment sur les salaires. Je vais en reparler tout de suite. Et donc, quand on regarde 10 ans plus tard, elles ne sont pas du tout au même niveau que leurs camarades de promotion avec qui elles ont fait leurs études et avec qui, où elles les dépassaient pendant les études parce qu'elles étaient vraiment très consciencieuses et très bonnes. Donc, vous voyez, le temps est vraiment un peu quand même... le temps, en tout cas tel qu'il est construit aujourd'hui, avec une spécialisation des rôles qui continue, il est quand même un peu défavorable aux femmes, enfin beaucoup défavorable aux femmes. Et puis,
même comme quand les femmes ne veulent pas d'enfants, elles sont plombées par les biais sexistes liés à cette répartition du temps des employeurs. Par exemple, c'est vrai que souvent les recruteurs anticipent quand ils ont une jeune femme qu'ils sont en train de recruter, qui a 28 ans, 29 ans, ils se disent « ah là là », ils le disent pas, mais ils le pensent, elle va avoir un enfant, elle va faire une grossesse, donc elle va être moins disponible, même si la fille est stérile, même si elle n'a pas du tout envie d'enfant, etc. Mais il y a une espèce de truc comme ça, de préjugés sexistes, qui fait que du coup, on va lui donner moins que son petit camarade dès le premier salaire. Donc ça commence comme ça, les inégalités de salaire. Et puis, je ne veux pas vous plomber, hein, parce que j'ai quand même envie de voir le verre à moitié plein, moi. Je pense que ça va progresser, ça progresse quand même. Mais après, il y a la question de la cinquantaine. Donc vous voyez, la fenêtre, elle est quand même difficile, parce que bon, vous avez vu, entre 30 et 40 ans, les enfants, machin. À 40 ans, elles ont peut-être loupé un peu elles ne sont pas montées dans des trains parce qu'on ne leur a pas proposé, parce qu'on considère que... Alors ça change, hein. Il y a des entreprises qui ont compris tout ça et qui font des tas d'efforts pour reculer l'âge de repérage des potentiels et remettre dans le vivier de promotion possible des femmes qui ont plus de 40 ans. Et voilà. Mais en tout cas, majoritairement, c'est quand même encore comme ça que ça se passe. Alors à 50 ans, les femmes, on commence à se dire, ouais, elles sont chères, elles sont vieilles, finalement, est-ce que vraiment on va se les garder? Elles ont un caractère difficile, hein, quand même, c'est pas facile. Enfin bon, donc vous voyez, la fenêtre de tir, elle est quand même pas très très grande, hein, dans les entreprises, je veux dire. Bon. Et puis au cinéma, Amanda va pas nous dire le contraire. Je crois qu'au cinéma, à 50 ans, c'est quand même très très compliqué aussi. Alors du coup... Je fais une digression, parce qu'on parlait des cas individuels tout à l'heure. Et il faut savoir que quand on monte un film, on monte une société. Pendant 6 à 8 mois, je deviens CEO d'une boîte où il y a entre 400, 600, parfois 1000 personnes qui travaillent sur un tournage. Et donc, en tant que femme, moi, depuis mes 2 derniers films, j'ai monté une crèche ambulante qui vient sur le tournage avec nous. Donc je peux engager des jeunes femmes qui ont des enfants et qui travaillent encore 10 fois mieux parce qu'elles sont très contentes, elles savent que le petit ou la petite est à côté. Bravo, hein, franchement. Voilà, c'est un tout petit truc, mais voilà, c'est... Donc quand on est à des postes de pouvoir, à nous de changer les choses aussi. Voilà. Exactement, mais d'ailleurs c'est la suite, c'est la prochaine question, je crois que vous aviez, qui était... comment le brisement du plafond de verre pourrait impacter les femmes dans leur vie personnelle. Là, typiquement, vous avez exactement répondu à ça, Amanda. C'est-à-dire que vous êtes au top, donc vous avez dépassé votre plafond de verre. En même temps, moi, j'ai fait des films que pendant l'été, comme ça, j'étais sûre d'être avec mes enfants pour qu'elle aille à l'école. Donc, vous voyez, j'étais aussi prise à ce piège-là, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. C'est pas un piège, c'est la réalité de la vie des parents, en fait. Ça serait bien que ça soit aussi... la même chose pour les pères. Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver, je pense. Et donc, je voulais aussi vous dire que on peut aussi parier sur le fait que il y a 2 choses. L'impact d'avoir des postes à responsabilité sur la vie personnelle, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que on a vu, hein, que la vie personnelle, c'est l'épicentre des inégalités dans la vie professionnelle. Tout ramène à ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue individuel, plus on a des responsabilités, plus on est libre de son temps. Et on peut s'organiser comme on veut. D'ailleurs, je crois que, Marie-Hélène, vous en avez... Voilà, vous m'avez dit vous-même, en tant que mère, vous êtes une associée d'un grand cabinet, mais vous avez aussi des enfants. Et le fait d'avoir progressé, ça vous a permis aussi de pouvoir être libre, d'organiser un peu votre temps comme vous vouliez. En tout cas, plus vous avez des responsabilités, plus vous êtes libre. Comme ils sont tous les 2 dans la salle, je vais faire attention à ce que je dis. Mais oui, enfin moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai, entre guillemets, je me suis organisée pour... Je me suis fait des petites règles à moi, personnelles. Par exemple, je me disais, il y a des choses que je dois faire pour me permettre justement de pouvoir être épanouie dans ma vie professionnelle et dans ma vie de mère. Et notamment, il y a un moment de ma vie où il a fallu que je me dise, il faut investir. C'est-à-dire,
consacrer, par exemple, de l'argent en prenant une nounou à plein temps. Alors vous allez me dire, ces problèmes de femmes, les hommes n'ont pas les mêmes. C'est vrai. Ouais, et c'est d'un certain milieu social aussi. Ce que je vous raconte, il faut avoir les moyens. Une réalité. J'ai investi quasiment, je veux dire, financièrement pour pouvoir évoluer. Alors peut-être qu'un homme n'a pas le même type de cheminement. Moi, ça a été le mien, c'est une expérience, mais je ne l'ai pas regretté. Mais il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que il y a une chose qui est aussi importante, c'est l'investissement personnel. Et l'investissement personnel dans son travail, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Moi, je ne me suis jamais dit, mais c'est encore une fois mon expérience. Je ne veux pas en faire une généralité. Je me suis jamais dit, parce que je suis une femme, il faut que j'en fasse plus. En fait, j'en ai fait, voilà. Et je suis allée là où j'avais envie et je me suis investie dans ce que j'ai fait. Pour autant, je sais que c'est difficile pour certaines femmes dans certains métiers en particulier. Et donc, je reviens, vous avez raison, moi, je n'aime pas cette notion de sororité, je la trouve artificielle, mais je la respecte. Et j'évoquais tout à l'heure la notion d'entraide, finalement, et c'est vrai que c'est important. Et la vigilance, c'est important. Il ne faut rien laisser passer, c'est zéro tolérance. Voilà, on ne laisse rien passer. Moi, je pense que vous êtes d'accord en réalité, parce on est que tous solidarité, réseau et sororité, moi, ça sororité, j'aime pas le mot, mais bon, et puis, après, voilà. On ne va pas se disputer. Mais voilà, pour autant, il faut être vigilant, zéro tolérance, savoir que c'est pas parce que vous, ça se passe bien, que ça se passe bien pour les autres, et donc du coup, dans les réseaux sociaux, aider les femmes, les autres femmes, c'est nécessaire parce que ces inégalités, elles existent, on peut pas les ignorer. Elles sont peut-être pas aussi... je les stigmatiserai pas de la même façon que Tiphaine, mais je respecte ce qu'elle dit, la façon dont elle le dit, ça appartient à sa démarche et aussi à sa démarche artistique. Moi, personnellement, j'ai plus été aidée par les hommes que par les femmes dans mon métier. Bon, voilà, je suis un exemple. Vous avez eu une autre expérience. Non, vous avez dit la même chose aussi, Amanda. Il ne faut pas méconnaître ça. Il ne faut pas méconnaître ça. Je dit plus. Non, mais vous l'avez dit. Et dire que son expérience, l'expérience qu'on a, c'est une chose. Pour autant, on n'est pas toutes pareilles. Et la règle, c'est, encore une fois, vigilance, solidarité, parce qu'il y a des inégalités. Et puis tolérance zéro, c'est vrai, sur les inégalités. Et moi, j'ai envie de dire aussi aux plus jeunes, peut-être, qu'il faut inciter aussi les plus jeunes à progresser, à prendre des responsabilités, à avoir du pouvoir, etc. Je sais que dans votre génération, parfois, vous n'en avez pas envie, mais peut-être que ça vous... peut-être que ça vous prive d'opportunités de faire progresser tout ça. Déjà, il y a la question de l'indépendance financière, qui est la base de la base, d'être indépendante financièrement. Mais après, plus vous avez des responsabilités, plus vous allez avoir des possibilités individuelles pour vous, que ça soit plus facile. Mais collectivement, vous allez pouvoir, si vous vous hissez au sommet, changer les règles aussi, vous voyez. Et il faut pas méconnaître cette façon-là de... Même si c'est long, même si ça existe, voilà, les femmes peuvent y arriver, il y en a, c'est difficile, mais ça existe, c'est possible. Et donc, je ne voudrais pas qu'on vous coupe les ailes avec voilà, tous ces chiffres, parce qu'il y a quand même des femmes qui progressent dans la vie des entreprises et dans la vie du travail. Ça me paraît important. C'est vrai que ça implique aussi une évolution dans le partage des temps, des temps familiaux, etc. Et une évolution dans le partage des rôles, donc en fait une évolution aussi de la culture, et forcément l'évolution de la culture, ça exige un temps long, voilà, qui nous paraît souvent interminable, et parfois c'est exaspérant, mais comment chasser les stéréotypes dans un temps court? Je ne sais pas si c'est possible en fait, donc ça avance quand même, on voit les chiffres progresser quand même petit à petit, mais on charrie des millénaires d'organisations sociales patriarcales. Et voilà, les sociologues qui travaillent là-dessus vous disent que c'est long, ce sera long avant. On va vers le bien, mais vers une égalité plus... Voilà, vers une égalité, mais ce sera encore long parce que ça demande une évolution de la culture. Voilà. Est-ce que je peux rebondir sur cette question du temps? En fait, c'est aussi ce que tu disais un peu avec le temps de faire rien à l'affaire. En fait,
Eliane Viennot, qui est historienne, qui a énormément travaillé sur la langue aussi. Elle a écrit notamment le livre « Non, le masculin ne l'emporte pas » sur le féminin, où elle raconte l'histoire de la langue. Et c'est une historienne qui a étudié les droits des femmes de manière assez générale dans l'histoire, et notamment dans la littérature, etc. Et en fait, elle montre que... Désolée de casser l'ambiance, mais en même temps, c'est hyper important, sinon on ne sait pas comment se battre. Il n'y a pas un truc où ça va aller mieux. Forcément. C'est pas ça les droits des femmes. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y avait plus de droits qu'après à la Renaissance. Et puis ensuite, il y a eu un peu plus de droits sous l'Ancien Régime et on a tout perdu après le Code Napoléon. Je veux dire, en fait, ça n'est pas linéaire, l'évolution des droits des femmes. Ça n'est pas vrai. Quand on prend un moment donné sur une chronologie dans l'histoire, c'était pas pire avant, mieux après. C'est pas comme ça. La seule constante qu'on a, c'est qu'il y a toujours un patriarcat. Mais en fait, c'est pour ça que Simone de Beauvoir disait « Elle suffira d'une crise pour qu'on s'en prenne aux droits des femmes ». Je vous rappelle qu'hier, aux États-Unis, ils sont revenus sur le droit fédéral à l'avortement. Je veux dire, sur le droit à l'avortement, c'est très clair. C'est aussi... et donc, je voudrais avoir une pensée pour nos sœurs américaines qui vont mourir dans les prochaines années, parce que plus de la moitié des États vont interdire l'avortement. Il y en a déjà qui l'ont fait direct, genre les masculinistes avaient le doigt sur le bouton pour faire passer des lois automatiques. C'est gravissime. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que non, il ne faut pas juste attendre et ça va aller mieux. C'est pour ça qu'il faut savoir d'où vient l'oppression et contre qui se battre. Et c'est pour ça que la sororité... Pour moi, et non, on ne va pas se disputer. De toute façon, là, on ne se dispute pas, on est en train de débattre. C'est très sain, c'est très démocratique. Macron déteste, mais moi, je trouve ça super. Mais donc, la sororité, c'est pas du tout anecdotique comme mot. D'abord, c'est un mot qui a existé en même temps que son corollaire, que vous connaissez, puisqu'il est inscrit au fronton de l'ensemble des monuments nationaux. Liberté, égalité, fraternité. Le fraternité que les hommes révolutionnaires masculinistes ont rajouté, c'était pour faire comprendre que la liberté et l'égalité ne concernaient pas les femmes. Fraternité, ça veut dire qu'ils sont tous des frères. Les sœurs, rien à faire, en arrière. Donc le mot de fraternité, on n'a jamais entendu qu'il était anecdotique ou qu'il n'était pas important. Donc sororité, il est important comme ça, et il a été retiré par le cardinal de Richelieu quand il a créé l'Académie française avec ses sbires, là. Il a été retiré, interdit des dictionnaires, le mot de sororité, pour que les femmes ne puissent même pas penser se rassembler et ensemble se soutenir et s'émanciper. Parce que quand on fait disparaître un mot, on fait disparaître les possibles qu'il portait. Donc ce mot de sororité, il est central. Et dans l'ensemble de l'histoire, dans l'ensemble des luttes contre des oppressions, quelles qu'elles soient, c'est jamais des oppresseurs qui ont été décisifs pour avancer sur ces questions-là. C'est toujours, il y en a eu quelques-uns, mais ils étaient 4,5, c'était pas décisif. C'est toujours l'alliance des opprimés entre elles, la conscience qu'elles sont des opprimés, qui fait qu'au bout d'un moment, on peut créer un rapport de force pour que ça évolue. Et donc soyons vigilantes, on ne lâche rien. Tiffaine Day, on va revenir au droit. Et justement, il y a eu beaucoup de sororité dans les réseaux féminins, des grands groupes d'entreprises, et dans les réseaux féminins qui sont constitués il y a une vingtaine d'années, justement, pour l'égalité professionnelle, puisque c'est exactement par les réseaux féminins que les lois sur les quotas dans les conseils d'administration et maintenant récemment dans les instances dirigeantes ont été adoptées. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu un grand débat sur la vertu des quotas, mais on constate aujourd'hui, il y avait ceux qui étaient pour, il y a ceux qui étaient contre, mais on constate aujourd'hui, à travers les résultats obtenus dans le cadre de la loi Copé-Zimmermann, que les quotas, c'est hyper utile. Les résultats dans les grandes entreprises, donc concernant la présence des femmes dans les instances de gouvernance est excellente. Elle est moins bonne dans les entreprises. Alors, les entreprises qui ne sont pas soumises à la loi n'ont pas appliqué cette parité qui, encore une fois, n'est pas une vraie parité, 60-40. Mais les quotas, c'est important. Les quotas, c'est repris donc, dans la loi Rixain. Encore une fois, quand on met des objectifs chiffrés, ça donne des résultats. Moi, je voudrais juste redire un petit mot, parce qu'il y a des jeunes hommes ici qui nous entendent. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on laisse la parole à la salle bientôt. Élevés par des femmes de mon âge, de 50 ans, où on a élevé nos fils. Je ne crois pas qu'on leur ait donné l'idée du patriarcat. Moi, je n'ai pas élevé mon fils avec l'idée
du patriarcat. Et je ne voudrais pas que ce type de discours leur fasse penser que ce qu'ils sont, c'est complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, les jeunes générations, on peut imaginer que nos fils ne sont pas élevés avec l'idée du patriarcat. Alors, voilà. C'est jamais la faute des mères. Non, mais c'est pas la faute des mères, mais voilà, la nouvelle génération. Non, mais c'est vrai que franchement, ça bouge dans l'éducation. Ce que vous dites, Tiffaine, moi, je me reconnais pas là-dedans. Je reconnais pas mon fils, je reconnais pas ses copains, et je sais aujourd'hui qu'on peut plus tenir ce genre de discours. Non, il y a peut-être encore quelques vieux crétins et stupides hommes. Non, mais malheureusement, moi, je parle pas de personnes qu'on connaît, parce que sinon, on va se battre. Moi, je connais un type qui a fait ça. Non, mais c'est pas ça. Globalement. Les jeunes hommes qui nous entourent, ils sont pas du tout dans cette. Je suis désolée, j'ai les chiffres des violences sexuelles et des violences conjugales et des féminicides. Ces chiffres-là ne changent absolument pas avec les nouvelles générations. Moi, j'ai des chiffres sur un système. On va parler du plafond de verre, si vous voulez bien. Je voudrais bien qu'on reparle du plafond de verre, de l'égalité professionnelle. Ils ont des bonnes mains. Ouais. Ça me paraît important de recentrer sur notre sujet. Ça va pas mieux. Et on a encore des questions à poser, justement. Alors, les étudiantes. Sur un autre sujet, toujours aussi épineux, quand le plafond de verre il se superpose avec d'autres discriminations, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Quels outils on utilise? Alors bon, là, je retombe sur des instruments qui sont vraiment juridiques. Les effets induits du plafond de verre, ça relève de la discrimination à raison du sexe. Et la discrimination, elle est prohibée dans les entreprises. Le droit du travail comporte un principe général de non-discrimination. Alors, en cas de discrimination caractérisée, un employeur s'expose à des sanctions pénales et à des sanctions civiles. Il existe en plus dans l'entreprise une obligation pour les employeurs de prévention. Ils doivent prévenir tous les cas de discrimination. Donc, s'ils ne le font pas, il existe des outils qui sont à la fois des outils judiciaires pour aller contester les cas de discrimination, et aussi des outils qui sont des outils de prévention pour mesurer notamment les différentes par la mise en place d'indices, par la mise en place aussi d'une obligation de négocier sur l'égalité homme-femme, de prendre en considération dans le cadre de cette négociation les différences salariales, les décalages de traitement entre les hommes et les femmes. Il existe un certain nombre d'outils qui vont permettre justement de lutter contre les discriminations. La discrimination liée au sexe étant un des cas de discrimination prohibés par la loi. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Justement la sororité. Sans faire un cours de droit, voilà. Alors, les étudiantes vont poser peut-être une question, une dernière question, puis après on va donner la parole à la salle, parce que j'ai peur qu'on dépasse un peu trop là. Alors, voilà, tout ça est passionnant. Et... On a pris trop de temps pour répondre aux premières questions, mais bon, on a quand même... Voilà, répondu à... Il a allumé. En fait, on avait une autre question qui était: est-ce que dispenser une éducation féministe à tous, hommes et femmes, pourrait faciliter l'effondrement du plafond de verre? Moi, j'ai envie de dire évidemment. Ça passe. C'est l'éducation qui changera les choses, mais on a bien vu que c'est long, quoi. Voilà. Oui, évidemment, l'éducation des filles et des garçons, mais l'éducation des adultes aussi. Parce que forcément, c'est les adultes qui les éduquent, donc on tourne en rond sinon. Donc il faut éduquer tout le monde en même temps. Oui. En fait, que pourrait contenir en fait l'éducation féministe? Qu'est-ce qu'on mettrait en fait dans l'éducation féministe? Moi, je peux vous répondre notamment en tant qu'artiste qui intervient avec des enfants régulièrement. Enfin, mes spectacles sont pour adultes, mais je les ai adaptés pour les jouer aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et d'ailleurs, il y a un tas de thématiques qui passent crème avec les jeunes, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble très important, c'est la question de qu'est-ce qu'on met... Alors déjà, refondre les programmes, c'est-à-dire en histoire, faire apparaître les femmes aussi
à moitié, c'est-à-dire qu'il y a la matrimoine et le patrimoine, pas que le patrimoine, pour avoir l'ensemble de l'héritage culturel, étudier les femmes scientifiques, artistes, etc., pouvoir avoir des objets d'identification, revoir aussi, à mon avis, et c'est là que la culture a quelque chose d'hyper important à faire dans cette éducation, c'est qu'est-ce qu'on montre comme valeur, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la valeur cardinale, c'est la virilité toxique. C'est-à-dire qu'on va valoriser des super-héros, par exemple, qui sont en fait des énormes agresseurs. Il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est le MIT, sur les héros des Marvel, comparé aux méchants des Marvel, et qui prouvait que les héros des Marvel sont en fait encore beaucoup plus violents que les méchants des Marvel. Alors, Tiffaine, ok, je suis d'accord, éducation non violente, mais il y a quand même, on a bien vu que la question du plafond de verre, c'est un problème de partage des tâches domestiques et familiales. Donc, oui, pardon de revenir aussi à ça. De représentation. Bien sûr, je me tais. Non, pas du tout. C'est juste qu'il nous reste peu de temps, donc ça m'embête qu'on ne dise pas ça. C'est-à-dire que. Mais toi, tu l'as dit super bien. Non, mais l'éducation, peut-être que les services publics, peut-être que l'éducation nationale pourrait prendre un peu sa part là-dedans. Je ne sais pas. Dans les années 50, on donnait des cours de repassage aux femmes, aux filles exclusivement. Je ne dis pas qu'il faudrait donner des cours de repassage exclusivement aux garçons, mais peut-être qu'on pourrait remettre des cours d'art ménager pour tous, filles comme garçons, au collège par exemple, et peut-être qu'on n'en serait pas dans cette espèce de bazar invraisemblable de spécialisation des rôles à la maison et que ça dédramatiserait ce sujet. Oui, mais pour ça, on a aussi besoin d'autres représentations dans les films. Mais justement, ça jouerait dans les représentations, tu sais. Alors, personnellement, je ne sais pas repasser. Mais j'ai fait mes études ici, à la Sorbonne. Mais vous avez peut-être de la chance, Amanda, de ne pas repasser. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai appris la langue française ici. J'ai appris que la fraternité, c'était un mot féminin qui incluait la sororité. Je pense que c'est très dangereux, à nouveau, de nous diviser. Mais de toute façon... Non, mais de toute façon, là, on est là pour avancer sur un sujet de place des femmes dans l'entreprise. Non, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut enseigner à l'école, ce qu'il faut enseigner aux jeunes générations, c'est toute discrimination n'a pas de sens. Il faut enseigner l'empathie, il faut enseigner le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, ça passe par ne mettre personne dans un ensemble. Il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Il y a des individus différents et qui ont tous le droit à l'existence et ont tous le droit à la parole, et ont tous le droit de vote. Et par exemple, les sports... J'ai jamais dit le contraire, en fait. Justement, pour arriver à l'égalité, il faut bien reconnaître qu'il y a une oppression. Mais il n'y a pas... Non, mais... On m'a pas laissé finir, donc du coup, oui, c'est normal que tu n'aies pas compris. Ce que j'aimerais bien... Pardon, mais la question de l'égalité professionnelle, du plafond de verre, n'est pas qu'une question d'oppression. C'est une question de place des femmes et des hommes et d'organisation. Donc j'essaye de dire, il y a des tas de choses à faire. Les services publics, ce livre-là qui traitait de ce sujet il y a 20 ans, ça n'a pas beaucoup progressé. Dominique Méda, qui est vraiment une immense féministe, elle plaidait pour un nouveau partage des rôles. Et par exemple, elle demandait, et elle avait bien raison, et on l'a toujours pas, un service public de la petite enfance avec des choses très concrètes, une place en crèche par enfant de moins de 3 ans. Ma mère ne l'avait pas, je ne l'ai pas eu, et je n'ai pas de filles, mais les petites jeunes filles qui ont l'âge de mes garçons, les petites jeunes femmes qui viennent d'accoucher n'ont pas non plus, ont des difficultés considérables pour trouver des places en crèche. Ça, c'est la base, c'est ce qui se passe dans les pays du Nord. Déjà, c'est la base. Donc il y a ça, mais il y a des tas d'autres choses que la société peut faire, que les services publics peuvent faire pour améliorer la situation des femmes au travail, l'écosystème des femmes au travail, et les entreprises aussi doivent faire en sorte de prendre en considération toutes ces discriminations à tous les niveaux, pas seulement au niveau où elles sont soumises à des lois dans les instances dirigeantes, parce que pour pouvoir accéder à 40%, 50% dans les instances dirigeantes, il faut que tout le vivier entre la jeune femme qui sort diplômée de son école et qui rentre dans l'entreprise, et quand elle peut prétendre à arriver au plafond de verre, en général, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit, et c'est au bout de 10 ans, elles sont plus là, elles végètent dans des boulots qui sont pas de leur niveau, etc. Mais il faut les retenir, et il y a des tas d'entreprises qui font énormément de choses.
c'est souvent des grands groupes. Or, les grands groupes, on sait bien que c'est pas la majorité de l'emploi en France. Donc, il faut que ça descende aussi dans les autres, dans les TPE, les PME. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des process qui permettent énormément d'améliorer les choses. Et voilà, pour la question de hommes, femmes, etc., il y a les entreprises qui arrivent à une égalité à peu près à tous les niveaux, en général, ont des directions très engagées, qui sont souvent, puisque c'est la majeure partie des directions aujourd'hui, ce sont les hommes. Ce sont des hommes en général qui sont les patrons de ces grands groupes et qui font en sorte que ça descende. Donc voilà. Donc les hommes aussi peuvent être les alliés de l'évolution vers l'égalité professionnelle. J'aimerais peut-être maintenant donner la parole à la salle. Dominique, je connais la dame qui est au premier rang, qui s'appelle Dominique Lévy, qui est très, très engagée sur ces sujets d'égalité professionnelle. Donc est-ce qu'on peut lui donner le micro ? Bonjour, merci Anne-Cécile. Je dirige BVA, je suis directrice générale. Je vous écoute Institut de sondage BVA. Et j'ai fait un certain nombre d'études sur les sujets qu'Anne-Cécile connaît particulièrement bien. Je vous écoute depuis tout à l'heure, et depuis tout à l'heure, je me dis que vous parlez de la même chose de 2 points de vue différents. Eh oui. Vous avez parfaitement raison, Tiffaine, il y a une oppression systémique. Et vous avez parfaitement raison, il y a des individus qui, dans ce système, se comportent de façon individuelle. Et quand on parle de lutte pour le droit des femmes, on ne peut pas se fier, au fait que des individus vont bien se comporter, et on ne peut pas faire abstraction du fait que tout ce que vous mentionnez procède, à utiliser le mot écosystème, d'un système d'organisation sociale, de représentation, de culture, d'éducation, qui effectivement a abouti à des inégalités flagrantes et incontestables. J'ai 3 fils, j'espère avoir fait mon travail correctement. Je suis certaine que les influences qu'ils ont reçues ne sont pas seulement les miennes. Je n'ai pas la prétention d'être le seul acteur de l'éducation de mes enfants. Je ne sais plus qui avait écrit un livre qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Je vais juste vous dire cette anecdote qui m'avait frappée. Quand mon fils avait 3 ans, un jour, il m'a dit, parce que moi aussi j'ai investi dans une nounou pour faire carrière, je me reconnais parfaitement là-dedans. Il m'a dit, pourquoi, j'ai une idée, j'ai réfléchi, alors 3 ans, maternelle, pourquoi au lieu d'aller travailler, et c'est la nounou qui s'occupe de nous, t'envoies pas la nounou faire ton travail et puis toi tu t'occupes de nous. Excellente idée. Donc je commence à patauger en lui expliquant que j'aime bien mon travail, et puis que je gagne plus de sous, puis que ça m'intéresse plus. Il me dit, donc en fait ton travail c'est mieux que nous. Alors là j'étais quand même un peu emmerdée. Et tout d'un coup, éclair de génie, je lui dis, mais pourquoi tu ne demandes pas ça à ton père ? Réponse, à la sortie de l'école, il n'y a que des mamans et des nounous. C'est pas les papas. Et ça, c'est pas parce que mon mari n'est pas féministe. J'ai la chance d'avoir un mari qui, en matière de partage des tâches, je n'ai absolument pas le sujet. C'est qu'on est dans une culture et un système qui fait que, même avec la meilleure volonté du monde, dans les entreprises, dans l'art, dans tout ce que vous voulez, on baigne là-dedans. Et oui, pardon, je vais finir, c'est pas une question, mais j'avais tellement envie de vous le dire depuis tout à l'heure. Oui, l'art, la culture, le fait que vous soyez là et que vous incarniez toutes les 3 ce que vous êtes, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça que ça va changer. C'est avec des gens comme vous qui prennent la parole, qui incarnent le fait qu'on peut être des femmes différentes les unes des autres, avoir de l'ambition, des ambitions différentes les unes des autres, et que comme les mecs, on peut choisir. C'est tout. Et le jour où on sera arrivé à ça, moi je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, je pense que, je ne sais pas si ça sera de la sororité, de la fraternité ou de l'universalité, mais on sera bien. Merci beaucoup Dominique. Y a-t-il une autre question ? Alors, madame ? Justement, dans cette histoire de plafond de verre, je voulais savoir aussi quelle était la place du syndrome de l'imposteur qui touche quand même beaucoup plus les femmes et comment dans l'entreprise, justement, on peut prendre en compte ce syndrome de l'imposteur pour permettre à des femmes finalement d'oser ou de dire oui quand on leur propose quelque chose, alors que les hommes vont plutôt dire mais pourquoi on ne l'a pas proposé plus tôt ? Merci pour cette question qui est importante en effet. D'ailleurs, moi je parle du syndrome de l'impostrice parce que y a beaucoup plus de femmes qui se sentent impostrices que d'hommes qui se sentent imposteurs. C'est François Giraud qui disait l'égalité on l'aura le jour où il y aura une femme incompétente à un haut poste à responsabilité. On en est loin. Mais en tout cas, oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
dans ce syndrome d'imposture, moi je suis aussi coach et formatrice dans les entreprises, dans les associations, enfin j'ai plusieurs casquettes et aussi en individuel. Et ce que j'essaye de faire passer aux femmes, c'est justement via la compréhension des systèmes d'oppression. Encore merci madame pour votre explication et remise à l'endroit. C'est vrai que moi j'ai tendance à m'enflammer, déjà c'est mon caractère, et puis je vous cacherai pas que j'ai une spectacle ce soir que j'ai écrit sur l'actualité, une spectacle d'humour que j'ai écrit à partir de ce matin, et qu'il y a 3 jours j'ai perdu un enfant, donc c'est un peu compliqué. Non mais pour vous donner aussi, on a des vies de femmes aussi. Mais donc toujours est-elle que quand j'accompagne les femmes, justement, de la compréhension de ce système d'oppression, ça permet toute cette énergie qu'on met à culpabiliser, à se dire mais non, mais je suis pas prête, mais je suis nulle, mais pourquoi, mais j'y arrive pas, etc. Toute cette énergie-là, on va la mettre à trouver des stratégies individuelles et collectives notamment via les luttes féministes et la sororité, pour pouvoir s'entraider les unes les autres, pour pouvoir aussi penser ses propres intérêts et combattre ces petites voix qui sont des voix patriarcales, qui sont des voix injustes et oppressives, et se rendre justice. Merci Tiffaine pour la réponse. Je voudrais ajouter quelque chose que m'a dit Anne-Cécile Mayfer quand on a un peu parlé de cet événement auquel elle n'a pas pu assister. Elle m'a dit attention, moi, vous savez, depuis donc une vingtaine d'années, on dit beaucoup, ça s'est beaucoup accéléré il y a 10 ans, aux femmes qu'il faut qu'elles osent, qu'il faut qu'elles s'affirment, qu'il faut qu'elles y aillent. Moi-même, j'ai écrit un livre entier il y a 10 ans pour dire ça aux femmes. Bon. Et aujourd'hui, on en revient un peu parce que ça a un effet pervers qui est de déresponsabiliser les entreprises et les services publics de ce sujet qui les dépasse individuellement. Donc oui, bien sûr, les femmes doivent oser, oui, bien sûr, elles doivent travailler sur leur syndrome de l'imposteur et de la bonne élève, mais elles ne sont pas toutes seules dans ce truc-là et elles sont prises dans un système qui les dépasse aussi un peu. Et donc, il faut aussi que les structures évoluent et que l'entreprise évolue et qu'au lieu d'essayer, parce qu'on a dit là, ces dernières années, les chercheurs par rapport à ce phénomène on a dit qu'on a voulu réparer les femmes, on a voulu former les femmes pour les aider à se fondre dans un monde masculin et apprendre à adopter les codes de la vie professionnelle au masculin. Aujourd'hui, on dit qu'il faut plutôt réparer l'entreprise et changer l'entreprise pour que l'entreprise devienne bilingue en genre. C'est-à-dire que la culture d'entreprise profite aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et vous savez, les hommes aussi, aujourd'hui, quoique peut-être Tiffaine en pense, etc., quand même dans l'entreprise, en tout cas, ça c'est un peu mon terrain d'observation moi, les hommes aussi, on a ras-le-bol d'être programmés pour être CIO, vous voyez, avoir du pouvoir, et tous les hommes n'ont pas envie d'avoir du pouvoir, et certaines femmes ont envie d'en avoir, donc voilà, c'est une espèce de déspécialisation des rôles qui serait peut-être mieux, et de culture aussi de la parentalité, mais pas seulement pour les femmes, aussi pour les hommes. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à faire évoluer au sein des entreprises. Et c'est pour dire que oui, syndrome de l'imposteur, mais pas que, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, jeune fille. Présentez-vous peut-être. Bonjour, je m'appelle Mariam. On n'entend pas. Il faut coller le micro. Bonjour, je m'appelle Mariam Diallo et j'ai beaucoup aimé vos interventions à toutes les trois. Vous êtes étudiante? Je suis étudiante à Sciences Po et j'aimerais tout simplement revenir sur la question de la vie privée, parce que c'est vrai que parfois on peut dire que le privé est politique, parce que tout ce qui est rattaché à la répartition des tâches, etc., enfin, le fait de s'occuper des enfants, le temps libre qui est accordé aux femmes ou aux hommes, enfin bref, tout ça, ça peut être politique. Donc j'aimerais savoir pour vous, quelle est la limite justement de l'intrusion, entre guillemets, du politique dans la vie des femmes et des hommes pour réguler tout ça, parce que par exemple, il y a Sandrine Rousseau, militante féministe, qui a dit qu'il fallait taxer, enfin plutôt non, elle a dit qu'il fallait rendre comme un délit pénal le non-partage des tâches dans les familles. Entre les hommes et les femmes. Voilà. Est-ce que par exemple, ce type de solution, vous les trouvez intéressantes ou non? Merci beaucoup. Je peux répondre ou pas, moi? Je suis mais radicalement contre, hein.
mais radicalement contre, parce que si on commence à mettre des policiers dans les familles pour compter combien de cuillères on a lavé et combien de lave-vaisselle on a vidé et rempli, etc., bon bah, la prochaine étape, c'est le camp de rééducation de l'homme. Non mais ça va pas ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est totalitaire. Donc c'est pas possible. Alors Sandrine, elle n'a pas dit ça comme ça. Déjà, c'était beaucoup plus intelligente et beaucoup plus structurée. D'ailleurs, elle sera là ce soir au Café de la Gare si vous voulez venir les voir à 21h. À quel endroit vous jouez? Au Café de la Gare, juste à côté de l'hôtel de ville. À 21h. Vous avez rien à faire, pouf pouf, faut juste traverser la Seine. Et donc, non, c'est pas exactement de ça qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est que notamment en matière de séparation de biens, dans les séparations après, il faut arriver à chiffrer ça. Et c'est normal de chiffrer ça, en fait. Enfin, non, elle a dit, et d'ailleurs, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, elle a dit qu'elle voulait la création d'un délit de non-partage des tâches. Donc, je voudrais vous conseiller de lire le livre de Lucille Quillet qui s'appelle Ce que l'hétérosexualité coûte aux femmes. Ça s'appelle Le prix à payer, d'abord. Le prix à payer, et le sous-titre, c'est ce que... très important de chiffrer sociologue que des faits, hein, comme un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir. Voilà. Oui, Tiffaine. Mais je ne vois pas parce que j'ai la lumière dans les yeux. En fait, on ne vous voit pas. On vous voit pas. Allez-y, madame. Alors, un garçon. Non, une dame. Bonjour à toutes les quatre et merci pour vos éclairages et vos interventions. Moi, j'aurais aimé avoir peut-être un conseil pour chacune, enfin, pour les jeunes générations. Si vous deviez avoir un conseil à donner au regard de votre expérience que vous auriez aimé qu'on vous donne étant plus jeune, lequel serait-il? Pour éviter tous ces biais liés au plafond de verre. Voilà. Merci. Bah, ça dépend pourquoi. Un conseil pourquoi? Pour réussir professionnellement, pour réussir personnellement, pour réussir les deux? Bah, c'est qu'on y a le droit, c'est que c'est possible et que c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Et voilà, moi je veux envoyer des messages d'optimisme à la jeune génération. Je suis un peu frappée par la sortie de certains livres que j'ai trouvés fort bons, mais qui n'offrent pas de solution, qui ne sont là que pour décrire les difficultés. J'adore Lucille Quillet, c'est une journaliste avec qui j'ai travaillé, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle a 30 ans, on a travaillé ensemble et tout. Lucille écrit Le prix à payer, le coût pour les femmes de du couple hétérosexuel, mais elle sait très bien ce que je pense de son livre, on a déjà débattu ensemble. Son livre vise en fait à chiffrer tout ce que coûte le fait d'être une femme hétérosexuelle dans la vie. Alors, elle vous chiffre tout. Alors, tout est à chiffrer. Donc, la pilule, le maquillage, les vêtements, le coiffeur, tout ça, évidemment, est bien supérieur à ce que les hommes payent. Et donc, elle dit que tout ça, c'est pour aller se conformer à un couple, enfin, voilà, être candidate au couple hétérosexuel. Et puis après, dans la vie de couple, bah oui, le prix à payer, c'est qu'on gagne moins. Dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus, mais on est plombé par tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la vie privée, etc. Et puis après, enfin bon, bref. Et c'est affreux parce qu'en fait, on referme ça. On est tout à fait d'accord avec le constat, mais aucune solution n'est proposée autre que renoncer au couple hétérosexuel. Donc renoncer comment? Eh ben, c'est soit le célibat bien assumé, soit opter politiquement alors qu'on est hétéro pour l'homosexualité. Et donc, voilà, mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, les féminismes, dans les années 70, il y avait des féministes qui disaient ça. Donc, moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça. Je vais pas faire mon autopromo, mais j'ai sorti au même moment un livre sur le couple à double carrière, dans lequel j'ai interviewé des tas de couples qui donnent des clés, bien sûr sans nier les problématiques. Toutes les problématiques de Lucille sont également dans mon livre, mais il y a des conseils donnés par à la fois des experts et à la fois des témoignages de couples qui y arrivent dans cette difficulté-là. Donc de jeunes femmes qui arrivent, qui réussissent quand même à tout faire, même si c'est difficile. Voilà. Donc ça existe. Il faut continuer à se battre, à faire progresser la question du féminisme, la place des femmes dans la société, mais
Voilà, on a aussi le droit d'avoir une vie privée, de ne pas non plus être toujours dans son combat politique féministe. Voilà, on peut aussi avoir une vie personnelle. Voilà, parce que comment on chiffre, par exemple, dans un couple hétérosexuel, le plaisir d'être bien ensemble, le plaisir, vous voyez, d'avoir envie d'élever des enfants ensemble. Comment on le chiffre, ça? On le chiffre pas. Ça veut bien dire que le couple n'est pas qu'une société de combat féministe. Vous voyez, donc, mais voilà. C'est pour ça que la pluralité de nos voix est intéressante. C'est pour ça qu'on a besoin de femmes qui s'autorisent la juste colère des opprimés. C'est Elena Ngbowi, qui était prix Nobel de la paix, qui disait « Il est temps que les femmes cessent d'être poliment en colère ». Et on a besoin de livres comme ceux de Lucille qui sont des déclics. On a besoin d'autres paroles aussi qui proposent d'autres pistes. Et c'est ça qui est importante. En tout cas, mais cette voie-là de la radicalité, elle est aussi importante. En tout cas, ce qu'il y a de super, c'est que dans la jeune génération aujourd'hui, c'est un sujet, alors que il y a 30 ans, quand les femmes commençaient à investir les postes, etc., dans les entreprises, elles n'osaient pas vraiment porter cette voie-là. Donc ça progresse, ça aussi, quand même. Je voudrais poser une question. Oui. Puisque j'ai la chance d'avoir le micro. Alors vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je suis Benoît Girardin. J'ai été avocat. J'anime un think tank dans les ressources humaines où on traite évidemment de ces questions. Et je dirige une petite start-up qui mesure la performance sociale, donc la réalité en entreprise. Donc, mais on mesure la réalité sur la base de la data. Une petite remarque, Madame Sarfati. Je pense qu'il y a une stricte égalité entre hommes et femmes pour les plus de 50 ans qui coûtent trop cher en entreprise. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est peut-être pas un hasard, et je ne crois pas me tromper en disant que... Mais nous, on a une double peine quand même, Monsieur Girardin. Je crois que je suis le premier homme à prendre la parole, ce qui raconte aussi une histoire, en tout cas l'histoire d'aujourd'hui, et je regrette qu'il n'y ait pas davantage d'hommes pour parler de ces sujets-là. J'ai moi-même 2 filles de 18 et 20 ans. Je n'ai été quasi dans ma carrière que recruté par des femmes et je leur dois énormément. Une deuxième petite remarque, avant de vous poser ma question. Je vous invite, et on ne va pas débattre sur la posture que vous prenez à l'égard des hommes, mais je vous invite à regarder Star Wars. Alors Marvel, c'est pas mal, mais Star Wars, c'est bien et c'est une très très belle histoire du féminisme. Et vous verrez, ça se termine pas tout à fait de la même manière. Je voulais vous dire également une chose. Évidemment, on est un petit pays, mais il y a le monde. Ça tombe bien parce que j'ai fait des sketchs pour démonter Star Wars en long, en large et en travers. Parfait. Donc très drôle. Il est 18h. Est-ce que vous savez que la France a été classée il y a quelques années premier pays en matière de dispositifs législatifs pour assurer l'égalité homme-femme? Est-ce que vous savez qu'au Gender European Index, qui est l'index en Europe qui tient le plus la route, nous avons été 3e pendant 2 ans, 4e cette année. Est-ce que vous savez que la loi Copé-Zimmermann et je crois, nous sommes le 6e pays dans le monde à avoir adopté une telle loi et que l'indice merci Marie-Hélène, et que l'indice égalité homme-femme de Pénicaud Chiappa est un outil absolument merveilleux qui permet de mesurer. Oui, mais on le sait très bien, on en a parlé. Oui, sauf que ça a été très négatif pour le moment. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a beaucoup de travail? Je voudrais juste terminer. J'admets que vous ne soyez pas d'accord, mais écoutez-moi. Non, quand même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est aussi, et notamment pour la jeune génération, utile de dire notre pays est merveilleux, on est un des premiers pays qui lutte sur cette question et qui atteint ces résultats? Nous sommes un des premiers pays au monde. Oui, oui, Benoît Girardin, absolument. Et d'ailleurs, je suis désolée que vous ayez eu le sentiment que c'était très négatif. J'ai essayé quand même de transmettre des choses positives et un optimisme par rapport à ce sujet. Mais vous avez raison, bien sûr que l'arsenal législatif est là, mais vous ne pouvez pas nier le fait que ça bloque dans la réalité, dans l'application aussi. Voilà, les chiffres sont là.
toujours que 3 femmes qui dirigent les entreprises du CAC 40, et encore, il y a quelques temps, c'était 0. Et en plus, elles sont numéro 2 et pas CIO vraiment, parce que quand même, on va pas les mettre numéro 1. Donc bon, voilà, ça existe quand même, Benoît Girardin. Bien sûr que c'est pas parce que vous êtes entouré de femmes puissantes, peut-être, c'est ce qu'on a vu, hein, le décalage entre, il y a des exceptions, et puis il y a un système, il y a des chiffres qui existent, qu'on n'a pas inventés. Voilà, donc, mais franchement, j'espère ne pas avoir transmis quelque chose de purement négatif, comme vous dites. Je pense que entre Marie-Hélène, Amanda Sters et même Tiffaine, avec sa radicalité, on a quand même essayé de donner un peu d'espoir. Voilà, voilà. Et cette dame qui voudrait poser... Alors, madame, est-ce qu'on peut lui donner un micro à la dame? Il y a 58 ans, je voulais être pompier. J'ai frappé à toutes les portes des casernes, tout le monde m'a ri au nez. Et à force que les portes s'entrouvent, elles se sont grandes ouvertes. Et maintenant, les femmes peuvent aller dans toutes les armées, sauf peut-être dans les sous-marins. Je ne suis pas sûre, je crois pas. Si, je crois que si. Si, maintenant, bon. Alors, pour ne pas que le plafond de verre mette 20 ans à s'éclater, je pense que ça va mettre 20 ans, sinon. Ne pensez-vous pas, mesdames, que des femmes d'exception, de compétences et d'excellence comme vous devraient aller dans les lycées pour dire aux filles qu'elles n'aient pas peur de prendre des responsabilités et d'élever leurs enfants dans cette optique? Il y a des super associations qui font ça. Quand on fait des événements, moi j'organise beaucoup d'événements, on essaye toujours d'avoir des jeunes femmes pour leur transmettre ce désir-là. Il y a, voilà, et notamment, vous savez, il y a des associations, parce que je vous ai dit filles plus diplômées que les garçons, mais il y a quand même dans la technologie et dans les sciences pas encore assez de filles. Et donc il y a des associations comme Capital Filles, comme, je sais plus, il y en a une autre très connue aussi, qui vont faire ça, qui vont dans les lycées, dans les collèges, pour donner envie aux jeunes filles d'embrasser ces filières, parce que vous avez raison, c'est la base aussi. Qu'elles s'autorisent à faire des métiers qui ne sont pas des métiers forcément plus d'hommes que de femmes. Je pense que dans mon métier, montrer des représentations de femmes différentes, avoir des héroïnes féminines, les voir réussir, c'est aussi une façon d'indiquer voilà, que c'est possible. Je me souviens que moi, petite, rêver à mon métier, c'était particulier. Il y avait très peu de femmes réalisatrices. Je ne savais même pas vraiment que j'avais le droit de faire ça. Donc je pense que de l'incarner, de communiquer dessus, c'est aussi une façon de faire changer les choses. Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé de... J'ai été rappelée à l'ordre, là. On est obligé de clôturer ce débat passionnant. On aurait pu mettre 1 heure de plus. Pardon pour les étudiants, vous avez quand même posé, j'espère, les questions que vous vouliez. Voilà, merci beaucoup à mes 3 invités. Et à bientôt.